Alors bonjour Nati et Léonore. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes intervenant dans notre formation. Vous avez développé le module sur l'architecture d'intérieur. Et on va parler de ça aujourd'hui. Vous allez nous expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et surtout pourquoi vous êtes aussi passionné par votre métier. Bonjour Anthony, donc comme tu l'as dit, moi c'est Léonore. Et moi, c'est Nati. Peut-être que tu veux qu'on t'explique en quelques mots qui nous sommes et ce que nous sommes. Avec plaisir. Ok, donc pour t'expliquer en gros notre duo, donc Nati et moi on a fait 5 ans d'université donc, pour devenir architecte d'intérieur. Ensuite on s'est retrouvés pendant 5 ans dans une firme, on peut dire le nom Bien sûr. Ixina, voilà. On a énormément bossé dans cette entreprise. On s'est vraiment donné corps et âme pour le magasin. Et puis, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas des chances au final de mettre toutes nos capacités ensemble afin de créer notre propre entreprise, à savoir que c'était un rêve qu'on avait quand on était à l'école, donc c'est super mignon en plus. Lors du premier confinement, on s'est dit bon, on essaye, on tente la chance, on tente notre chance. Et puis Nessie est née et n'a fait que grandir. Allez, génial. Donc, si je comprends bien, salariat et volonté de vouloir entreprendre. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait naître C'est cette volonté de vouloir entreprendre? Je pense que le confinement nous a grandement aidés dans ce sens. Après, comme Éléonore l'a dit, ça a toujours été un rêve depuis les bancs de l'école. Et oui, on avait toujours eu cette petite idée en tête. Ouais. Et oui, là, ça a été le moment opportun. Je pense que c'est un ressenti qu'on a eu au bon moment, justement. C'était genre ça venait vraiment de notre trip. C'est pas qu'on s'est dit tiens, c'est peut-être une idée comme ça. Non, en fait, on savait bien qu'on avait. C'est comme si on avait trop de capacités par rapport que pour être là. Genre, on se sentait plus à notre place, clairement. C'est ça. Après, c'est assez effrayant de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat comme ça, du jour au lendemain. Donc, c'est vrai qu'on a décidé d'être indépendante complémentaire en premier lieu, parce qu'on voulait voir comment ça allait fonctionner, si ça prenait bien. Et on touche du bois. Ça a très, très bien pris du premier coup. Donc, oui, il lui a fallu un an avant qu'on se lance en full indépendante. Génial. Mais en fait, ce que vous dites aussi, finalement, c'est que c'est la passion qui a éveillé donc, votre volonté de vouloir entreprendre. Et ça fonctionne bien. Si ça fait que seulement un an et vous êtes déjà là aujourd'hui, vous avez des beaux clients. Tu m'as cité des références. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais des big boss dans la Belgique, dans la Wallonie. Et comment vous en êtes parvenu donc aussi rapidement à rencontrer ces belles personnes? Des projets ou simplement des clubs business? Club business, alors on en a essayé un. Cependant, voilà, on trouvait qu'on était beaucoup trop, alors je dirais pas limité, mais ça ne nous représentait pas. Non, c'était très protocolaire. C'est ça. Et ça ne nous correspond pas. Non, pas du tout. C'était beaucoup trop protocolaire pour nous. Du coup, on a abandonné cette idée. Après, on reste persuadé que nos réseaux sociaux restent vraiment un gros atout. On actualise sans cesse notre page. Et ouais, ça fait clairement partie, je pense, comme on disait tout à l'heure, de 60 à 70% de notre portefeuille client à l'heure actuelle. On essaye de faire des rendus 3D assez qualitatifs pour que ça donne envie aux gens, que ça vende du rêve. En fait, clairement, nos projets vendent du rêve et c'est ça qui fait que les clients à l'heure actuelle sont attirés par notre société aussi. Après, je pense qu'on a eu aussi une manière d'aborder les choses, c'est de se dire, OK, quel client on veut toucher, qui est-ce qu'on veut viser avec notre société. C'est vrai qu'on a une clientèle qui se trouve généralement entre 25 et 50 ans grand maximum, dû, je pense, à la communication via les réseaux sociaux exclusivement. Donc, voilà, et ça fonctionne très, très bien. Et du coup, c'est génial. Là, ce que vous dites, c'est que vous avez pu vraiment cibler la clientèle que vous souhaitez initialement. Clairement. Via le type de communication qu'on a choisi. Et si vous devez définir donc, votre type de produit, votre personnalité, votre thématique dans votre image, ça serait quoi exactement? Par rapport à quoi? Par rapport à notre métier en tant que tel, donc par rapport à ce que nous faisons ou par rapport au duo que nous, on représente? Les deux.
Alors, je pense que niveau duo, entre elle et moi, on est à l'opposé totalement, mais on est archi complémentaires. Mais vraiment, on Un jeu de est... mots. Ouais, non, mais c'est vraiment la vérité. Et ça, tout le monde nous le dit, tous les gens qui peuvent nous entourer. Voilà, on est différentes à plein de points de vue, mais niveau du taf, et même... Il faut savoir qu'avant d'être Au-delà de associés, ça. on est amis. Donc, on est amis depuis les bancs de l'école, vraiment. Donc, tu vois, ça remonte à 12 ans quasi. On a Un quitté peu l'école. plus, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on se connaît tellement bien que, voilà, notre duo, voilà, il est là, C'est il est la présent. complémentarité Ouais. qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais. Clairement. Et d'ailleurs, parfois, donc, on a quelqu'un d'autre qui a rejoint l'équipe, on a des stagiaires, etc. Et parfois, c'est pas facile pour ces personnes-là de rejoindre notre équipe parce qu'on a tellement un duo, je pense qu'il y a un tempérament qui est fort, que voilà, parfois, il faut savoir trouver sa place. Oui, c'est trouver sa place et s'adapter à la communication qu'il y a entre nous. Parce Ouais. que quand on communique de la même façon depuis 12 ou 13 ans avec quelqu'un, c'est vrai que Ouais. des fois, on n'a pas forcément besoin De parler. Quoi. Non, Voilà, tout clairement. simplement. Mais c'est vrai que pour les intervenants tiers, c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais. Mais voilà. Mais voilà, le but, c'est d'avoir encore des gens qui viennent Oui, intégrer bien l'équipe. sûr. Donc voilà, après 3 ans, on est quand même assez fiers que voilà, Maïlis s'est rejoint l'équipe, qu'on prenne une stagiaire en plus, une stagiaire qui vient de Paris en plus. Donc ça, c'est archi cool, tu vois. Génial. Ça veut dire que notre réseau s'étend maintenant À la France. Voilà. Là des frontières. Ouais, bien Ouais. sûr, c'est le but, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'était parti, on va dire, notre duo. Mhm. J'avais une deuxième question. Vous êtes 2 filles, 2 femmes, dans un monde assez compliqué, finalement, c'est le monde de la masculin. construction, assez masculin. Ouais. Comment vous le vivez et comment ça se passe par rapport à ça? Je pense qu'on le vit pas mal, honnêtement. Il y a généralement 2 attitudes face à laquelle on se retrouve. Soit c'est une attitude très un peu protectrice comme ça, Mhm. finalement. C'est vrai. Oui, Ouais, c'est vrai. on est des femmes, du coup, il faut qu'on les écoute, qu'on Ouais, prenne c'est soin, ça. etc. Mais certains peuvent être aussi très protecteurs avec nous. Enfin, en tout cas, quand il y a une bonne relation avec un corps de métier et que ça se passe super bien, ils sont également très protecteurs avec nous. Genre, voilà, pas qu'on leur fait pas de mal, parce que ça n'a pas de sens, mais genre, voilà, ouais, ils jouent vraiment un rôle un peu paternel parfois. C'est ça. Et puis, la seconde attitude, sans surprise, Ouais. c'est vrai que... Enfin, je vais pas dire que c'est désagréable, mais voilà. Ouais, il y a des hommes c'est un peu clairement moins cordial, quoi. Voilà. ouais, qui peuvent, je dirais pas nous dénigrer, mais genre ils se disent, Ah, ces 2 filles-là, enfin, qui elles sont, quoi. Genre, Ouais. et on a ça, alors si je sais pas si ça va nous desservir ou pas, mais on a ça bien souvent d'architectes. Ouais. Est-ce de la jalousie ou pas? Je peux pas tout dire, je pense. Je pense pas. Je suis pas certaine que ce soit de la jalousie. Je crois Certains que... oui, d'autres non. Et je pense que ça fait aussi Ouais. partie du jeu. Mais en gros, le résumé, c'est que ça vous renforce et ça vous propulse aussi. Oui, ça nous a jamais vraiment déstabilisés. Non, Honnêtement, clairement, non. Tant qu'on garde l'objectif en tête, Oui, je pense on qu'on peut dire n'importe quoi. Je pense qu'on est aussi assez affranchis que pour passer outre ça, tu vois, on a un Oui, c'est caractère, ça. on s'impose, on sait qui on est, et voilà, il y a personne qui peut se mettre à travers notre Oui. chemin, tu vois. Je pense que c'est aussi l'avantage d'être Oui. 2, c'est que c'est un peu bête ce que je veux dire, mais ça en devient risible parce qu'on en rigole à 2 et Ouais, voilà. c'est ça. Et c'est ça. En fait, ne pas Se laisser déstabiliser. Ouais, oui, c'est c'est ça. ça, et dramatiser la chose. Ouais, Je clairement. pense que oui, dédramatiser entre nous 2, ça nous aide justement à se dire. Ouais, on passe au-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, c'est top. Vous êtes là aujourd'hui parce que on a tourné des modules pour notre formation qui est sur l'investissement immobilier en Belgique. On a décidé de travailler avec vous parce qu'on adore votre travail, mais surtout parce que vous êtes rempli de bonnes compétences, de savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modules que vous avez développés dans notre formation? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a surtout axé sur 2 modules. Le premier, c'est les bases du homestaging. Donc, on a abordé 4 points qui nous paraissaient essentiels pour faire un homestaging. Et le second module, c'était de nouveau 4 points, mais qui étaient un peu plus axés sur l'architecture d'intérieur à proprement parler. Mhm. Allez, top. On parlait du homestaging. Je pense que c'était avec toi, Éléonore. Ça pouvait vraiment amener une grosse plus-value si on voulait mettre en location, surtout pour du Airbnb
ou de la colocation, mais aussi si on voulait gagner de l'argent pour un achat-revente. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Alors, il faut savoir que donc, notre job, déjà en tant qu'architecte d'intérieur, en travaillant sur du homestaging, ça va être de réhabiliter ton bien pour qu'il soit plus facile exploitable à la vente, donc pour qu'il soit plus facilement vendable, tout simplement. Et donc, on peut donner plein de tips, en tout cas dans le module, du coup, on donne plein de tips à justement cette vente plus facile et au fait parfois de dépersonnaliser les biens afin que ceux-ci deviennent plus vendables, tout simplement. Donc ça, ce sont des choses qu'on aborde dans le module. Je ne sais pas si tu as envie qu'on les aborde ici également. Nati. C'était principalement la dépersonnalisation, l'aménagement, la décoration et il y avait un quatrième point. Oui, dont je me rappelle le second. Le point bonus. Voilà. Le point bonus, voilà, que vous découvrirez dans le module. Et en fait, le homestaging, ça parle à tout le monde parce qu'il y a pas mal d'émissions qui tournent en ce moment, surtout je pense à TF1 et Stéphane Plaza. Est-ce que ça coûte cher? Alors, ça dépend. En fait, tu peux t'attaquer principalement dans le homestaging, on va dire qu'on ne s'attaque pas à toutes les pièces. De base, on va essayer de cibler les pièces maîtresses. Donc, une cuisine, un salon, salle à manger et peut-être une suite parentale, imaginons. Et donc, le but, c'est... alors, te donner un prix, c'est très compliqué parce que chacun fait en fonction, si je peux dire, de ses moyens, bien évidemment. Mais vraiment, le but, c'est de rendre ces pièces les plus neutres possibles. Donc, en repeignant de manière neutre, en utilisant des choix de matériaux qui sont actuels. Donc, voilà. Ou en épurant également ton espace. Donc ça, on va dire que c'est grosso modo les clés qu'on te donne pour du homestaging. Après, au niveau du coût, comme je viens de le dire, ça va dépendre du coût. Excuse-moi, je perds mes mots. Ça va dépendre de ce que l'acheteur, de ce que le vendeur a du coup à mettre, à apporter, voilà. Mais bien souvent, ça reprend un pourcentage de ta vente également. Donc, il faut que lorsque, imaginons, tu mettes ton bien à vendre, tu te dises, il y a un pourcentage qui devra aller dans du homestaging. Pour le homestaging, on évalue ça sur le total de la vente à maximum 3% de la vente totale. Ok, du coup, c'est aussi adaptable en fonction du profil du client. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment au cas par cas. C'est là que c'est intéressant, finalement, que tu aies un bien, un bien qui est à 100 000 euros ou un autre qui est à 1 million d'euros, tout est envisageable. Ouais. Bien sûr. Si tu veux un exemple concret, à l'heure actuelle, alors c'est pas un homestaging qu'on appelle ça un peu plus quand même. C'est plus axé sur l'Airbnb c'est ça. Et la location, mais on gardait l'infrastructure initiale et on rafraîchissait quand même l'intérieur. Donc ça peut être équivalent à du homestaging. Et donc c'est un bien que nous refaisons sur Mons, donc en plein cœur de Mons, qui va être dédié à de la colocation principalement. Et donc il y a 3 étages, c'est un triplex. Et pour te situer, donc la base était correcte, on va dire, mais on recarle les sols, on refait une salle de bain et on refait les chambres. Les chambres, c'est vraiment juste un coup de peinture. Et on remet en couleur une cuisine, on l'agrémente de jolis poignées. Enfin voilà, on customise un peu le truc pour que ça soit vraiment, quand tu rentres, tu aies cet effet un peu waouh. On en a peut-être pour maximum 34 travaux. Ok, super. Voilà. Donc aussi, l'effet waouh, ça peut vraiment augmenter la plus-value du bien. Clairement, clairement. Ça en fait clairement partie. Et tous ces petits accessoires, vous avez des fournisseurs ou vous faites les boutiques, vous chinez? Ouais, alors en fait, il faut savoir que lorsqu'on rend des plans de 3D à nos clients, on a toujours une shopping list qui va en parallèle. Donc en fait, cette shopping list, elle va reprendre vraiment tous les éléments de notre 3D au cas par cas, vraiment. Donc un divan, des poignées, une déco, une lampe, etc. pour que le client n'ait qu'à au final commander l'accessoire. Si maintenant, il y a un suivi qui est un peu plus personnalisé, alors je ne pense pas que ce soit le cas dans le homestaging, ça ne servira à rien. On peut nous-mêmes se déplacer et aller faire le travail pour le client. Ça dépend encore une fois, c'est un travail à la cas par cas. Après, effectivement, on a des fournisseurs avec lesquels on travaille plus régulièrement. Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, c'est au cas par cas systématiquement. Et entre vous deux, vous avez des spécialisations différentes ou vous êtes totalement complémentaires? Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, on sait qui fait quoi dans la boîte. Je m'occupe plus, je pense, de tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, peut-être un peu de notre boîte, si je peux appeler ça comme ça. Clientèle fort, énormément.
Et toi? Moi, je suis un petit peu plus technique. Ouais. Je vais pas dire que je suis un peu plus asociale, mais, Rien à voir. mais Non, ouais, c'est... plus ou moins. J'ai un peu plus de mal à approcher le client, mais j'adore être sur PC, par exemple. Donc, Ouais. Ok, génial. ouais. Et si vous devez vous décrire donc votre personnalité, mais surtout vos techniques de travail en 3 mots. Par exemple, toi, Nati. En 3 mots. Organisation, Ouais, c'est possible, ouais, ouais, si, si. c'est cohérent. Sûr. Une couleur. Ah, moi, c'est neutre tout le temps. Ouais. Très neutre, avec des touches de noir, j'aime beaucoup. Je suis pas très, très couleur, ou par petites touches des tableaux, des choses comme ça, quand ça s'y prête. Mais ouais, mais je pense toutes les deux dans un style qui est très minimaliste, très épuré. En fait, clarté, ça doit être Ouais, un pourquoi deuxième pas, ouais, mot, ouais, parce clairement. que quand on dessine quelque chose, ça doit être lisible au premier coup d'œil, en fait. Donc, on voit le plan, on se dit, OK, la circulation est comme ça. Si je fais ça, je vais à tel endroit. Enfin, voilà. Ouais, ça doit être lisible. ça Je doit pense être que lisible. lisible, ça pourrait faire partie Ouais, aussi pour moi de tes mots. Hein. oui. Et troisième mot, très Bah, bonne tu peux faire question. lisible, clarté Clarté et organisation. Et Ouais. organisation, oui. Je suis très... Tu vois, je l'ai dit moi-même ces mots. Tu vois. L'assistance. Ça, c'est ça, la complémentarité. Et pour toi, Eleonore? Moi, je dirais, il y a le mot social, sociable, social. Social, Les deux. Ouais, les deux, fonctionnent, voilà. Je pense que je peux être très pragmatique Mhm. également. Et puis, vas-y, je te laisse terminer mon troisième, du coup. Déjà pas pour moi. Maëlys, le troisième. Troisième mot. Non, social, On a- pragmatique. Non, je sais pas. Honnêtement, un troisième mot qui pourrait me définir. Ouais, communication. Ouais, ça fait. Entreprendre aussi. Ouais, je pense que Oui, l'entreprendre. Ouais. plus. Et Ok. je crois que tu vois, je vais pas dire plus clair, mais plus, tu sais, les étapes aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça Enfin, fait voilà. partie de pragmatique, Oui, ouais, c'est ça, effectivement. ouais. Mais Ouais. entreprendre, je pense que oui, ça fait clairement partie de mon tempérament. Mhm, C'est bête, mais je suis entourée d'entrepreneurs aussi autour de moi. Et je pense que ça joue dans... Ouais, ça joue vraiment en moi. Et vous pensez justement que le fait de côtoyer, d'être entouré d'entrepreneurs, de Bien sûr. personnes qui Mhm, ont bien sûr. atteint des objectifs, ça Ouais. vous aide? Clairement. Bien sûr. Clairement, ça nous pousse. Ça nous pousse, ça nous... Moi, personnellement, ça me tire plus haut. Et plus je parle à des gens entrepreneurs, plus je regarde des vidéos de personnes entrepreneurs, plus ça me motive à aller plus loin. C'est bête, mais ton mindset, il change grâce à ça, tu vois. Mhm. Donc, je trouve que c'est hyper inspirant. Et je pense que notre génération doit vraiment penser... Enfin, si en tout cas, tu l'as en toi et qu'imaginons, il n'est pas ressorti, ton mindset, il doit encore être peaufiné ou quoi, je pense que, ouais, tu dois te renseigner au maximum, regarder un maximum de vidéos, écouter des podcasts. Enfin, je pense que tout ça, ça doit faire partie de ta vie de tous les jours, de ton quotidien. Ouais. Je pense que, ouais, c'est... Je pense que l'entourage, il fait pour beaucoup. Oui, bien sûr. Hein. Dans l'envie d'entreprendre. Si on a des gens autour de nous qui nous mettent toujours en garde, c'est vrai qu'on est un petit peu moins... Plus réticent. Oui, qu'on est plus réticent. Ouais. Petite question pour chacune, enfin du moins avec une réponse qui peut être très complémentaire. Si vous avez quelque chose à dire à une fille qui souhaite entreprendre, une fille, un garçon, peu importe, mais qui a des blocages là aujourd'hui, mais qui a toutes les compétences, qu'est-ce que vous lui diriez? Essaye, au pire, tu te plantes, c'est pas grave. Ah bah, c'est vraiment... J'allais exactement dire ça. J'ai partagé une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps, et c'était un rappeur américain qui était invité sur un plateau TV. Et genre, la fille disait oui, je veux entreprendre, mais je n'y arrive pas. Et genre, le gars lui disait ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu as à perdre au final, tu vois? Et donc, c'est juste ça. En fait, une fois que tu as mis le pied dedans, meuf, tu nages, tu vois ce que je veux dire? T'essayes et tu prends ton courage et en avant. Puis ce qu'on s'imagine de pire arrive très rarement, hein, honnêtement. Oui, et je pense que l'imagination est beaucoup plus... bien sûr. Elle fait forte. Beaucoup plus peur, ouais, elle est beaucoup plus forte que la réalité. Quoi. Et vous qui avez été salarié, vous avez aussi donc connu le fait d'avoir son salaire tous les mois. C'est simple, ça tombe. Ah ouais, et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. choix. Ça peut faire partie des arguments.
C'est simple, mais le matin, tu te lèves et même si tu as mal dormi, même si tu es fatigué, même si tu te dis oh, il y a un grand soleil et tous mes potes, ils sont en train de faire un barbecue, ben, tu te dis, toi, tu n'as pas le choix. Genre, c'est vraiment ça. À l'heure actuelle, on est une petite entreprise, enfin voilà, on est une chouette entreprise, mais ça reste qu'à l'heure actuelle, ouais, ton taf, tu dois le faire. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est dans la tête, tu vois. Voilà, il y a des jours où il nous en faut pas vraiment, mais pourtant, tu n'as pas le choix. Tu dois te lever. Après, je pense que la motivation est différente aussi. Quand on se lève et que c'est pour faire quelque chose qu'on apprécie et pour lequel nos horaires sont flexibles parce qu'on s'adapte vraiment comme on le souhaite au final. Donc, c'est ça l'avantage plus. Quand tu travailles pour quelqu'un, mais tu es tenu à des horaires et ça te met dans un espèce de train-train, un mood où tu te dis, OK, à 8h, je dois être là jusqu'à 17h et je sais que je vais faire ça. Nous, on se lève, si on se dit, OK, on commence avec une demi-heure de retard, on sait qu'on termine avec une demi-heure de retard, mais c'est pas grave. Il n'y a personne mais après, si je relate nos 3 ans ensemble, je n'ai pas souvenir d'une fois que l'on se soit dit, genre, je viens pas bosser. Ah non. Jamais une fois ça arrive. Jamais, mais c'est un poids en moins. Ouais, c'est ça. Le savoir, en fait, ça enlève un poids. Clairement. Après, la discipline fait que tu. C'est vrai qu'en théorie, on dit bien souvent que quand on est entrepreneur, on a le choix d'aménager nos horaires comme on le souhaite, mais finalement, on travaille 2 fois plus et on les aménage pas du tout. Ouais, je pense que. La discipline, fait que... Ouais, c'est la discipline. Après, voilà, on se dit toujours, on a quitté 9h30, 18h30 lorsqu'on bossait dans un magasin pour travailler 7 jours sur 7, genre quasi 20h sur... Enfin, j'exagère, je dis 20h sur 24, mais parfois, on a des semaines qui sont tellement condensées qu'on peut travailler nos plans jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, tu vois. Donc, voilà, nos clients, maintenant, c'est plus qu'on a un client, maintenant, voilà. Oui, je pense qu'on est assez flexible au niveau du contact client. Ouais, grave. Du coup, c'est vrai qu'on peut être en communication avec nos clients jusque très tard ou même très tôt le matin ou le week-end ou des choses comme ça. Donc, ça joue aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et l'investissement immobilier, qu'est-ce que vous en pensez ? Grande question. Moi, personnellement, je pense que il y a un avant-après Covid, j'ai l'impression. Autant à l'époque, j'étais vraiment à fond dedans avec mon mari et on se disait que vraiment investir en Belgique, c'était hyper intéressant. Et je pense que c'était dans le module que nos parents nous avaient peut-être un peu appris, tu vois, genre t'achètes une maison, tu la mets à louer, tu rachètes une maison, tu la remets à louer. Et autant, à l'heure actuelle, mon mindset, il a totalement changé. J'ai plus envie du tout de biens en Belgique. Et je n'ai envie que d'avoir des biens à l'étranger, parce que je trouve que, voilà... Mais c'est de l'investissement immobilier, c'est clairement... c'est clairement de l'investissement, mais c'est juste, je trouve qu'en Belgique, en tout cas... Avec une envie de s'expatrier. Ouais, clairement. Ça, c'est... Voilà. Ouais, c'est plus ou moins... Je pense que si on n'atteint pas un certain quota de biens immobiliers, ça n'est plus intéressant. Ok, donc il faut investir jeune. Ouais, clairement. Ouais. Clairement, plus jeune tu sais, mieux c'est. Et à toutes les personnes qui nous regardent, qui souhaitent investir dans l'immobilier en Belgique, qu'est-ce que vous avez à leur dire ici en 2 mots ? Notamment que vous avez participé au module de la formation qui est ultra complète. On en a parlé, il y a des intervenants pour chaque secteur du métier. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, ça va dépendre déjà dans quelle région ils achètent. Forcément, ça joue. Ouais, donc, ça fait partie des points forts. Choisir la région dans laquelle ils achètent. Ouais, ça va dépendre de ce que tu souhaites faire de ton bien, je pense. Tu souhaites faire de la colocation. Oui, je pense qu'il y a un axe à prendre sur la coloc pour l'instant. Juste petite parenthèse, pour le moment, on est en train de refaire un château qui est dingue à Mont-sur-Marchienne. On fait 11 colocs. Et donc, voilà, notre client a décidé vraiment de transformer ce manoir en colocation, mais pas pour étudiants, vraiment pour, je dirais, entre 25 et 40 ans environ. Jeunes travailleurs. Oui, c'est ça, jeunes travailleurs. Expat ou des choses comme ça. Oui, on se rend bien compte qu'il y a un gros créneau sur la colocation en ce moment. Ça fait déjà une petite paire d'années où ça grimpe. Et où les gens qui n'ont pas vraiment de parc immobilier peuvent engranger un maximum de cash flow. C'est un peu l'idée. Parce que honnêtement, je pense qu'acheter une maison à l'heure actuelle et juste la mettre en location, pour moi, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Tu te tapes sur des crédits sur 30 ans, sur 25 ans.
voilà, pour moi, c'est pas ça la rentabilité immobilière. Pour moi, faire ça, c'est juste être reposé sur un petit coussin, mais pour moi, c'est pas ça vraiment entreprendre dans l'immobilier. C'est investir en bon père de famille. Voilà, exactement. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Mais c'est marrant parce qu'on discute, vous vous êtes fait connaître grâce à Instagram. Instagram, c'est bien pour des gens qui lancent un business, mais ça peut être très nocif pour des jeunes qui sont coincés dans le salariat et finalement voient les gens vivre la vie de leurs rêves. Et finalement, tout est fake. Enfin, pour la plupart, c'est fake et ça peut créer un malaise et beaucoup d'anxiété. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Après, je pense que l'essentiel, c'est aussi de rester soi-même. En fait. Il y a, en tout cas, je pense, je n'ai pas la vérité absolue là-dessus, mais il y a une très grosse partie Insta où c'est fast life et un peu très, très luxueux et tout le monde en a envie. Et puis, il y a une seconde partie de gens qui se montrent un petit peu tels qu'ils sont au final et qui ont énormément d'autodérision et des choses comme ça. Et ça fonctionne très, très bien aussi. Je pense que à partir du moment où on arrive à exprimer qui on est réellement et à rester sur sa personnalité, des choses comme ça, et à pas forcément s'identifier... Non. Ça fonctionne dans tous les cas. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu dis. Je trouve que parfois, certaines personnalités, en tout cas sur Instagram, pour moi, peuvent être motivantes. Oui, aussi. Ouais. Moi, ça me motive quand je vois quelqu'un qui a réussi. J'en ai plein en tête, mais voilà, des gens qui ont pu réussir grâce, que ce soit au réseau ou en créant une petite start-up qui est devenue grande. Moi, ça me motive et j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de voir ses clés. Voilà, qu'est-ce qu'il a à me donner pour que demain puisse être meilleur, tu vois, clairement. Et je vous disais ça parce que c'était à double tranchant. On parlait de colocation. Je voulais pas changer complètement de sujet de conversation, mais c'est assez complémentaire dans le sens où on ne veut plus investir en bon père de famille, on veut directement gagner de l'argent. Donc la colocation, ça fait partie des créneaux les plus intéressants en ce moment. Je pense aussi à la location en courte durée, en Airbnb, etc. Et je sais que vous êtes assez doué là-dedans, notamment donc, en homestaging. On peut acheter un petit studio. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément des gros moyens, vous achetez un petit studio, vous faites un homestaging et vous faites du Airbnb. Ça peut être très intéressant. Bien sûr. Donc là, par exemple, si moi, demain, je souhaite acheter un petit studio à 80 000 euros, donc avec 3% plus ou moins de ces 80 000 euros, je peux m'en sortir. C'est bien ça? Oui, tu peux faire un homestaging. Tu pourrais maximum. Oui, après, encore une fois, ça va dépendre de ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Si ton bien... tout est vraiment à changer à l'heure actuelle. Enfin, tu vois. On ne parle pas d'une rénovation complète. Non, pas d'une rénovation complète. Mais si tu veux faire un homestaging, si ton homestaging coûte plus de 3%, c'est pas intéressant. Ok. Ouais. Et ça, c'est un petit tips aussi. Ouais, clairement. Et ça, vous le conseillez quand, par exemple, quelqu'un vous appelle, on souhaite faire un homestaging, vous leur dites directement si c'est envisageable ou pas? Bien sûr. Hein. Oui, en fonction du bien, on dit si c'est possible ou pas, clairement. À ce niveau-là, ça ne sert à rien, de toute façon, d'inventer quelque chose à nos clients qui, au final, ne sera pas réalisable. Ce n'est pas du tout notre but. Ok, super. Écoutez, je vais clôturer ici ce petit module. J'espère qu'on s'en refera un parce que je vois que ça nous plaît bien. On va peut-être aussi développer d'autres modules dans la formation pour les personnes qui nous regardent. Et ce sera l'occasion d'en parler à travers un autre épisode de la série. Merci à toi, en tout cas. Merci à vous. Merci.